Alors avant de commencer cette vidéo, et malgré les apparences, je voudrais préciser un truc. Si vous en prenez, vous n'êtes pas idiot. Si vous voulez en prendre et que ça vous a fait du bien, prenez-en. Et je dois vous avouer quelque chose, j'en ai déjà pris moi aussi. Salutations, Trollix, Curiosity Catalyst. Aujourd'hui, c'est le défi homéopathique. On commence par quoi? Arnica Montana. Allez, c'est parti, je vous promets, pas de trucage. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est vachement bon. Allez, là c'est Nux Vomica. Nux Vomica. Bon, bah on y va. Là, maintenant, on va se faire Arsenicum Album. Là, ça rigole pas. Arsenicum Album. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça va. Non, mais ça va. Salut, c'est Prolix. Aujourd'hui, on est dans la sucrerie, la pharmacie, pardon, et on va parler d'homéopathie. Si vous êtes venu pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Je suis vulgaire, tant mieux. Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe. Pas homéopathe, allopathe. Ah, l'homéopathie. Sujet qui déchaîne les passions chez les sceptiques et ceux qui y croient mordicus. Bon, alors il y a déjà eu beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir les vidéos de Samuel Buisseret, le cours de zététique de Richard Monvoisin, le triptyque de vidéos Climène, le Psylab, la tronche en biais sur le placebo, c'est excellent, et plein d'autres que je vous ai mis en lien dans la description. Et aujourd'hui, on en remet une couche. Un peu d'histoire. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'homéopathie n'est pas née dans des pays asiatiques il y a 3 millénaires de ça, mais plutôt en Allemagne il y a à peu près 2 siècles. Un médecin allemand du nom de Samuel Hahnemann constate qu'en prenant de l'écorce de quinquina supposée combattre la fièvre contre le paludisme, il développe une fièvre similaire alors qu'il n'était pas malade. Et là lui vint une idée. Il se dit, une substance qui donne de la fièvre à un sujet sain peut soigner la fièvre chez un sujet malade. En gros, il faut soigner le mal par le mal. C'est d'ailleurs l'étymologie d'homéopathie, la même souffrance. Il entame une démarche empirique qui peut sembler assez carrée de premier abord. Il teste son idée en expérimentant 18 substances sur lui-même. Il note soigneusement les effets que provoquent ces substances. Si ces effets ressemblent aux symptômes d'une personne malade, il pense pouvoir soigner cette personne avec cette substance. Alors concernant les substances initiales utilisées, c'est des plantes, oui, alors, mais pas que. Des fois ça peut être végétal, animal ou même carrément plus farfelu, mais bon ça on va y revenir plus tard. Donc en gros, on soigne le mal par le mal. C'est le premier principe de l'homéopathie, le principe de similitude. Seulement voilà. Au final, tu vas te retrouver avec l'effet que tu désirais pas avoir. Logique, t'as pas de fièvre, tu prends de l'écorce de quinquina, paf, t'as de la fièvre. Ou encore t'as des problèmes d'insomnie, tu bois du kawa, t'arrives plus à dormir. Donc arrive le deuxième principe de l'homéopathie, la dilution. Il faut diluer la substance active pour ne pas avoir les effets néfastes. Alors il existe plusieurs techniques de dilution. Une que vous avez très certainement déjà vue sur les tubes de granules, c'est le fameux CH. CH pour centésimale anomanienne. Alors c'est assez simple en fait. Vous prenez une teinture mère. La teinture mère, c'est l'extrait de la substance en question, par exemple l'écorce de quinquina, qui est mise à macérer dans de l'alcool ou de l'eau ou les deux. Donc un CH, c'est une dilution au centième de la teinture mère. C'est une goutte de la teinture mère diluée dans 99 gouttes d'eau. 2 CH, c'est une goutte du mélange que vous venez de faire et vous la rediluez dans 99 gouttes d'eau. Donc à ce stade, on est à une dilution au 10 millième. 3 CH, alors là c'est la dilution millionième. C'est l'équivalent d'1 millilitre dans 1 mètre cube d'eau. Ça commence à pas faire beaucoup là. 4 CH, c'est une bière pression diluée dans 10 piscines olympiques. Bon là ça va commencer à devenir un peu dingue. 7 CH, c'est 1 litre d'eau dans le lac Léman. 9 CH, c'est environ 1 mètre cube d'eau dans la totalité des océans de la Terre. Bon, vous avez compris le principe. À partir de 12 CH, en gros, il y a statistiquement plus une seule molécule de la teinture mère. Et il existe des granules avec 40 CH. Une molécule dans l'univers tout entier. Une autre technique de dilution, c'est la dilution korsakovienne. Korsakov, c'était un autre homéopathe. Bon là en gros tu mets une goutte de ta teinture mère dans ton tube que tu complètes avec 99 gouttes d'eau. Tu secoues, tu vides le tube, et il est censé rester l'équivalent d'une goutte sur les parois de ton tube, que tu re-remplis avec 99 gouttes d'eau. Là c'est la deuxième dilution korsakovienne. Et tu connais le silococcinum? Bon bah là pour le coup c'est 200 fois qu'on rince le tube, mais on va y revenir. Cette histoire de dilution, ça doit vous paraître un petit peu farfelu, mais à l'époque d'Hahnemann, c'était pas encore bien clair le comportement de la matière à toute petite échelle. On peut pas vraiment lui en vouloir. Pour lui, en gros, tu divises, il en restera toujours quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que quand t'as plus qu'une seule molécule, tu peux pas la rediviser en deux molécules identiques, ça n'a juste pas de sens.
Mais à l'époque d'Hahnemann, on ne savait pas tout ça. Et aussi, pour prendre un petit peu sa défense, à l'époque, la médecine n'était pas franchement celle d'aujourd'hui. C'était un peu plus gore. On faisait des saignées, par exemple. T'es malade? Eh ben, un petit coup de Wilkinson, histoire que tu te vides de ton sang et t'iras mieux. Et dans beaucoup de cas, eh ben, ça a empiré l'état du patient. Également, à l'époque, les conditions d'hygiène, ben, c'était pas franchement celles d'aujourd'hui. On peut supposer qu'un patient avait parfois plus de chances de s'en sortir si on lui faisait rien que si on cherchait à le soigner. Bon, mais aujourd'hui, les choses ont évidemment beaucoup changé du côté de la médecine classique, heureusement. D'ailleurs, la médecine classique, c'est la médecine, en fait. C'est pas la médecine allopathique. Ça, c'est un terme inventé par Samuel Hahnemann. Aujourd'hui, on va parler de médecine basée sur les preuves. Et dans celle-ci, il y a eu une évolution phénoménale des pratiques au cours des 2 derniers siècles. On s'est remis en question. On a testé, on a expérimenté, on s'est trompé, on s'est corrigé. Par contre, pour l'homéopathie, il n'y a pas eu beaucoup de changements de paradigme ni d'évolution des pratiques, c'est resté pareil qu'avant. Vous pouvez objecter que ce n'est pas un argument invalidant sa supposée efficacité, certes, mais ça méritait d'être souligné. Revenons à la dilution. On dilue, seulement quand on dilue, il se passe plus rien parce qu'on a dilué. Alors là, Hahnemann a une autre idée, la dynamisation ou succution. C'est compliqué? Non, c'est ça. On peut revoir un coup? Oui, regarde un coup encore. Encore un coup? Voilà, tu secoues vigoureusement ton mélange. D'après les laboratoires Boiron, célèbres fabricants d'homéopathie, tu dois secouer ton mélange 240 fois pendant 7,5 secondes. Pourquoi? Bon bref, voilà ton mélange est dynamisé et prêt à être utilisé. J'ai une remarque. Admettons que ceci soit vrai, on va tous aux toilettes. Oui. Et quand vous faites caca, ça rentre au contact de l'eau? Ouais. Et puis on tire la chasse. Ça dynamisera l'eau de la chasse. C'est bon, je pense qu'on a compris. Ah non, mais je suis obligé de le dire, si l'eau est capable de garder en mémoire les substances avec lesquelles elle a été au contact, alors l'homéopathie est pleine de merde. Bon, maintenant que vous avez votre teinture mère et que vous l'avez diluée, dynamisée, vous pouvez la prendre sous différentes formes. Une forme que vous avez sûrement déjà prise, c'est les granules de sucre. Ce qu'on a fait, c'est que l'eau diluée et dynamisée a ensuite été spritzée sur des boulettes de sucre qu'on a fait sécher. Mais il nous reste un des derniers points à aborder, l'individualisation. Les médecins homéopathes disent qu'on soigne un malade, pas une maladie. C'est-à-dire qu'un traitement qui marche pour vous n'est pas censé marcher pour votre voisin, par exemple. Si vous avez un entretien avec un homéopathe, ça va durer assez longtemps. Il ou elle va vous poser beaucoup de questions, notamment sur vos humeurs, comment est-ce que vous dormez, est-ce que vous êtes en colère, comment vous vous sentez en ce moment, etc., etc. Et je pense que c'est là que l'homéopathie marque beaucoup de points dans la tête des gens. Mais bon, au final, si on s'en fichait un peu de tout ce qu'on vient de voir, après tout, ce qui compte, c'est de savoir si ça marche, non? Alors, est-ce que ça marche? Non. Ouais, sur la vignette YouTube, t'as fait un peu le bourrin, mais bon, c'est pas si simple. Ça dépend vraiment de ce qu'on entend par « ça marche ». Si un patient dit par exemple « j'ai un rhume », j'en ai pris, et paf, je suis plus malade. C'est donc que ça marche? Ou encore, moi, j'ai pris un traitement homéopathique contre la grippe, et je ne l'ai pas eu. C'est bluffant. Est-ce que c'est pour ça que ça veut dire que ça marche? Voilà, ça c'est des histoires que vous avez sûrement déjà entendues ou dit, j'ai pu moi-même les dire à une époque. Alors là, il y a plusieurs choses à considérer avant d'attribuer une amélioration de son état à la prise d'homéopathie. Les guérisons spontanées. Certaines pathologies guérissent toutes seules. Le très connu « t'as un rhume, tu vas chez le médecin, ça dure 1 semaine », tu fais rien du tout, ça dure 7 jours. Il existe donc des maladies bénignes pour lesquelles on guérit sans rien faire du tout, fort heureusement. Les maladies chroniques. D'autres maladies par contre sont chroniques, vous allez les avoir presque toute votre vie. Et parfois, ces maladies chroniques sont cycliques, la douleur va et vient de façon un petit peu aléatoire. Bon dans ce genre de cas, quand est-ce qu'on prend des médocs? Quand ça va pas, exact. Et quand ça va vraiment pas, il se passe quoi juste après? En fait, on va mieux, précisément. Dans certaines maladies chroniques, quoi que tu fasses, de toute façon, des fois, ça va mieux sans rien faire. Digression. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médoc lors d'une maladie chronique, qu'on soit d'accord. Simplement, parfois, dans certains cas particuliers, ça va mieux sans rien faire. Fin de la digression. On va faire un micro-schéma. En axe des abscisses, c'est le temps qui passe. En ordonnée, c'est la douleur subjective ressentie lors d'une maladie chronique. Des fois ça va, des fois c'est un peu le calvaire. Maintenant imagine une seconde que t'as pris un carré de sucre, juste là, dans le pic de douleur de ta maladie chronique. Tu pourrais croire que c'est ce carré de sucre qui a amélioré ton état, alors que t'aurais eu un résultat similaire si tu n'avais rien fait. C'est le fameux post hoc ergo propter hoc. Encore un terme en latin pour ceux qui veulent venir faire le cake avec des termes savants. Après ceci, donc, à cause de cela. En zététique, on parle aussi d'effet Hatchoum, c'est plus rigolo. Imaginez la personne qui a éternué 1 seconde avant l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Son éternuement est-il la cause de l'explosion? On est d'accord que c'est peu probable. Les 2 événements n'ont aucun lien de causalité. Bon, dans notre cas, vous prenez un médoc, vous allez mieux.
Mais est-ce que c'est forcément le médoc qui vous fait aller mieux? À ceci vient s'ajouter le boss final des biais cognitifs. Yo ho ho, c'est moi le biais de confirmation. Vous vous rappelez de toutes les fois où vous avez pris de l'homéopathie et où ça a marché? Très bien. Est-ce que vous vous rappelez aussi bien de toutes les fois où vous en avez pris et où ça n'a rien changé? Les prétentions de guérison. Ensuite, quand on dit ça marche, ça dépend vraiment de ce qu'on veut guérir, parce que des fois les symptômes que l'homéopathie prétend guérir sont pas franchement super clairs. Petit florilège, mathématiques difficiles, troubles survenant après une mauvaise nouvelle, migraine de l'intellectuel, masturbation fautive, spasme du rectum après le coït. Si vous voulez vous taper des barres, le lien est dans la description. Mais revenons aux preuves. Le fameux « sur moi ça marche », on voit que c'est soumis à beaucoup de biais. Et si au lieu de regarder tous ces témoignages sincères et bourrés de bonne foi, on prenait pas un petit peu de recul? Et si le must, c'était de réunir, allez, disons, 1000 personnes. On donne à 500 personnes un bout de sucre, et à 500 autres, on donne un médoc homéopathique. Les participants ne savent pas ce qu'on leur donne. Et encore mieux, la personne qui donne les médicaments aux patients elle-même ne sait pas si elle donne du sucre ou de l'homéopathie, pour ne pas les influencer inconsciemment. Et encore mieux, il faut que les deux groupes soient comparables, qu'ils soient équivalents, qu'on y retrouve des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Eh ben j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça a été fait. Plein de fois. C'est même une méthode très connue en médecine clinique. C'est le fameux double aveugle randomisé contre placebo, si vous voulez vous la raconter dans les soirées mondaines. Alors là, on est quand même à un niveau de cadrage assez carré. On est loin des témoignages individuels sincères, mais souvent biaisés. Et là alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, alors je vais pas vous citer toutes les études en question, vous irez voir dans la description, mais il y en a une pétatétrachier. Je vais vous la faire rapide. L'homéopathie n'a pas de résultat statistiquement supérieur à un placebo. Et là, à ce stade, il y a sûrement une réflexion qui doit atterrir dans votre esprit. Les gens peuvent avoir tendance à penser que le placebo, ça marche que sur des gens qui sont assez teubés pour y croire. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Ça peut avoir une grande utilité. Ça a par exemple une efficacité significative pour le traitement de la douleur. Le placebo, dans ce cas-là, peut être utile. Mais, attention, faut pas s'enflammer non plus. Ça fera pas de miracle. Le placebo va pas vous guérir d'une septicémie ou d'un cancer. Qu'on soit bien d'accord. Je vais paraphraser le titre d'un article. Le placebo ne doit pas devenir la caution scientifique de l'homéopathie. Parce que dans pas mal de cas, le placebo ne fait pas mieux qu'une absence de traitement. Ah oui, aussi quelque chose qui peut parfois être dit à juste titre. Et les animaux et les bébés, ça leur fait du bien. Pourtant eux, ils ne sont pas sensibles à l'effet placebo. Dans les deux cas, animaux et bébés, qui évalue qu'ils vont mieux? Ben, le propriétaire du cheval ou un des parents du bébé, c'est exact. C'est pas le bébé ou le cheval qui te le dit, c'est toi qui l'estime. Le placebo, c'est surtout une attente de résultat. Dans ce cas-là, c'est la personne qui le donne qui attend le résultat, et le soi-disant effet. En donnant un placebo, tu vas pas juste donner un morceau de sucre, tu vas très certainement modifier ton comportement, et être plus doux, plus attentionné, et c'est très bien. Ça va jouer considérablement sur le bien-être de la personne en question. Mais c'est pas le placebo que t'as donné qui a amélioré par magie l'état de la personne. Et encore une fois, il est très probable qu'on garde en mémoire les fois où on en a donné et ça a marché, plutôt que les fois où on en a donné et ça n'a rien fait. Parce que... Yo ho ho, c'est moi le biais de confirmation. Et concernant le cheval sensible au placebo, il y a une anecdote bien cool que je garde sous le coude pour un autre épisode. Ce qui est fascinant avec le sujet de l'homéopathie, c'est que toutes les preuves d'une non-efficacité supérieure au placebo sont là. C'est une question qui est réglée depuis 3 plombes en fait, c'est fini en fait, on le sait. Et malgré toutes ces preuves, jusqu'à présent l'homéopathie s'est plutôt bien portée. Mais pourquoi en fait? Pourquoi une telle contradiction entre les faits et nos opinions? Je vous propose de passer en revue quelques éléments de réponse à cette question, c'est pas exhaustif. L'anecdote personnelle. Plutôt que de mettre le nez dans des méta-analyses invitables et chiantes, vous avez à portée de main le souvenir ou le témoignage d'un proche qui vous conforte dans le fait que ça marche vraiment. Et c'est difficile à admettre pour tout le monde qu'une anecdote personnelle n'est pas une preuve. En tout cas pour moi, ça l'a été. Le temps de prise en charge. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été vraiment écouté par un médecin homéopathe. Oui, il ou elle a passé du temps avec vous. Ça fait du bien. Et parfois, effectivement, chez un médecin classique, en quelques minutes, c'est plié. Et notre système de santé actuel ne permet pas forcément à cette personne de passer du temps avec vous. Peut-être que le médecin classique aimerait bien, mais simplement, parfois, il a juste pas le temps. Et certains médecins le font, heureusement. L'escalade de l'engagement. Si vous avez eu recours à des soins homéopathiques toute votre vie, il est très coûteux cognitivement pour vous de changer d'avis. Il serait très surprenant par exemple que quelqu'un change d'avis suite au visionnage de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. L'erreur d'autodiagnostic. Vous allez pas bien, et là vous faites ce que beaucoup de gens font. Vous allez sur Doctissimo, vous tombez sur Lucien44, qui vous dit que vous devriez prendre Oscillococcinum car sur lui ça a trop bien marché. Vous suivez ses conseils et oui, un mieux-être arrive. Et vous l'attribuez à ça. En plus, c'est flatteur, vous avez pris les choses en main et ça a manifestement marché. Et d'ailleurs, vous allez probablement mieux vous rappeler des fois où vous avez suivi ces conseils et que ça a marché, plutôt que les fois où ça a pas marché. Parce que... Yo ho ho, c'est moi le biais de confirmation.
Alors dans la tête de pas mal de gens, l'homéopathie semble être un traitement doux, une médecine douce, contrairement à une médecine dure financée par Big Pharma. Mais l'homéopathie, c'est Big Pharma. Boiron, le célèbre laboratoire de produits homéopathiques français, a eu un chiffre d'affaires annuel entre 2013 et 2017 qui n'est jamais descendu en dessous de 600 millions d'euros. C'est pas franchement le hippie du plateau du Larzac qui prépare ses décoctions au poil de cul de bouc qui calme la toux sèche. Maintenant, abordons l'aspect un peu éthique. Au regard de tout ce qu'on vient d'aborder, pesons un petit peu les pour et les contre. Ok, il est très peu probable qu'il y ait une quelconque substance active dans l'homéopathie. Ok, les méta-analyses sont catégoriques, c'est pas mieux qu'un placebo, et souvent un placebo, c'est pas mieux qu'une absence de traitement. Est-ce que quelque part l'homéopathie ça peut pas être cool pour les hypocondriaques, pour qu'ils se fassent prescrire quelque chose, pour les rassurer? Oui, mais dans ce cas-là, la prise d'homéopathie va vous faire croire que pour chaque problème, il y a un médicament pour régler la situation. Mais c'est juste pas le cas, et surtout ça pousse paradoxalement à la surmédicamentation. Perso, j'en ai pris quelques fois, sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Il y a quelques années, en apprenant ce qu'était réellement l'homéopathie, j'ai eu l'impression que mes proches et moi-même avons été un peu pris pour des imbéciles. De plus, d'après l'article R4235-10 du Code de la santé publique, le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tout objet ou produit ayant ce caractère. Également, pourquoi utiliser un placebo qui repose sur un mensonge alors qu'on pourrait sciemment créer un authentique placebo qui se revendique en tant que tel? D'ailleurs, ça a été une proposition du docteur Jean-Jacques Aulas, avec le Lobépac Forte, élixir 100% psychoactif. Le rouge pour se réveiller, et le bleu pour se calmer. Lobépac, vous l'avez pas? C'est un anagramme de placebo, tout simplement. Bon, manifestement, ça a fait un bide, vu que ça s'est vendu à seulement 500 exemplaires, mais au moins, c'est honnête. C'est pas un mensonge. Autre problème. Vouloir recourir à l'homéopathie ou d'autres médecines complémentaires, ça peut malheureusement parfois retarder les gens à utiliser des vrais soins, et ça, c'est beaucoup plus grave. De plus, il y a parfois des dérives vraiment hardcore dans l'homéopathie. Elles ne sont certes pas représentatives de l'ensemble des pratiques, mais on doit quand même en parler. Certains médecins, non là on va vraiment les traiter de charlatans, certains charlatans considèrent que l'homosexualité est une maladie. Attendez, ne vomissez pas dans votre bouche tout de suite. Ces personnes pensent qu'on peut la soigner avec l'homéopathie. Non mais sans déconner quoi. Une autre dérive assez hardcore également, c'est homéopathie sans frontières. Vous avez bien entendu, dans des pays qui souffrent de maladies catastrophiques comme par exemple le paludisme, on va aller soigner les gens avec des boulettes de sucre. Là c'est juste waouh. Bon alors, mais de leur côté, comment réagissent les homéopathes quand on leur demande des preuves? Tous les homéopathes ne réagissent pas forcément comme ça, mais on va prendre un petit exemple de parfois comment ça peut se passer. Interview de Monsieur Boiron, l'ancien directeur des laboratoires homéopathiques du même nom. L'homéopathie connaît toujours des difficultés dans les pays anglo-saxons. Une recherche australienne a repris 225 études et conclut qu'elle n'était pas efficace. Quelle est votre réaction? Écoutez, c'est un épiphénomène. Comme en Grande-Bretagne, l'homéopathie n'existe pratiquement pas en Australie. C'est de là que vient un immense travail scientifique auquel personne ne comprend rien. Il y a un Ku Klux Klan contre l'homéopathie. Au mois de mars 2018, 124 médecins, soucieux que les patients comme vous et moi soient mieux informés, ont lancé la tribune FakeMed. Tribune alertant sur les dérives potentielles des médecines alternatives. Et à nouveau, comment en réagissent certains homéopathes? En montrant des preuves que ça marche vraiment? Non, ils ont porté plainte devant l'ordre des médecins pour absence de confraternité. Certaines et certains de ces médecins ont été convoqués devant l'ordre. Et ailleurs dans le monde, au fait? En Angleterre, c'est déremboursé. Aux États-Unis, ça doit être écrit sur l'emballage que l'efficacité scientifique n'a pas été prouvée. Et en France alors? En France, ça commence à bouger. Les facultés de Lille et d'Angers ont suspendu les enseignements de DU d'homéopathie. La haute autorité de santé est chargée de se prononcer sur le déremboursement potentiel de l'homéopathie. À la base, ça devait être en février 2019, mais c'est finalement reporté au printemps en raison notamment de l'ampleur du travail d'évaluation à accomplir. Pourquoi pas? Oui, au fait, l'homéopathie est remboursée à hauteur de 30%, au cas où vous l'ignoriez. Et plus récemment, dans une tribune parue dans l'Express, 131 membres des académies des sciences de médecine et de pharmacie ont dénoncé le remboursement des granules. Qu'on rembourse un placebo, c'est quelque chose qui se discute. Mais rembourser du sucre qui ne s'annonce pas comme tel, c'est juste un mensonge, c'est pas glop, c'est un mensonge. Pour qui s'adresse le présent message de cette vidéo? Pour les indécises et les indécis. Pour le moi d'il y a quelques années qui aurait aimé être au courant de la réalité à ce sujet. Mais attends, t'as pas parlé des substances initiales? Ah ouais, je peux? Allez, vas-y. Oh, trop cool. Voici le top 5 des médicaments homéopathiques les plus what the fuck. Numéro 1, Murus berlinensis. As, maux de tête, insomnie. Prenez un morceau de mur de Berlin, et ça ira mieux. Le mur de Berlin,
un médicament homéopathique. Numéro 2, rayon X, pour diminuer les effets secondaires de la radiothérapie, quoi de plus naturel que de prendre de l'homéopathie au rayon X? Voilà, on fait passer des rayons X dans l'eau qu'on dilue et qu'on spritz sur des granules qu'on fait sécher. Les rayons X9CH, un médicament homéopathique. Numéro 3, Saccharum officinal. En cas de cataracte, d'inflammation de la cornée, de surcharge pondérale, en cas de douleur dans les os, de la tête aux pieds, prenez de l'homéopathie au sucre. Au sucre? Oui, la teinture mère, c'est du sucre. Qu'on a dilué. Et qu'on a spritzé. Sur du sucre. Qu'on a fait sécher. C'est l'inception homéopathique. Numéro 4, vous faites pipi au lit, vous êtes malade dans les transports, prenez Sanicula Aqua. C'est de l'homéopathie à l'eau, diluée dans de l'eau, qu'on a spritzé sur du sucre, qu'on a fait sécher. Sanicula Aqua, un médicament un peu aquatique. Numéro 5, allez, celui-là, tout le monde le connaît, c'est un des plus farfelus, sûrement le boss final des médicaments homéopathiques, Oscillococcinum. Si vous avez une boîte sous la main, regardez la notice. Il sera écrit « Extrait fluide peptoné de foie et de cœur d'Anas barbariae dynamisé à la 200e K ». Alors en français, ça veut dire quoi? Je vais vous le traduire. Vous prenez un canard de barbarie. Oui, un canard. Vous le tuez, vous lui enlevez son cœur et son foie, vous les laissez se décomposer dans du suc pancréatique pendant 40 jours. Vous récupérez le jus, et vous mettez une goutte de ce jus dans un tube avec 99 gouttes d'eau. Vous secouez bien, vous videz totalement le tube, et vous remettez 99 gouttes d'eau. Puis vous faites ça en tout 200 fois. À la 200e dilution, vous récupérez l'eau que vous avez, vous la spritzez sur du sucre, que vous faites sécher. Oscillococcinum, un médicament un peu charlatanique. Bon, c'est la fin de cette vidéo. C'est un sujet touchy, on a déjà parlé de la vaccination la dernière fois. C'était il y a plus d'1 an, ouais. Je sais. Ça va un peu repartir en cacahuète, donc s'il vous plaît, amour, tendresse et zacharose, on se détend, on en parle posément, calmement, sans se vénère, s'il vous plaît. Vraiment, tranquille. Et également, merci. Merci à vous, vous êtes plus de 5000, c'est dingue. Je sais pas comment dire. Merci, vraiment, putain, merci. Merci, vraiment, vous êtes cool. Merci à tout le monde, aux proches qui soutiennent tout ça. Merci à Madame Prolix, merci à Primum, merci à Hygiène Mentale, merci à Astronogeek, merci à des bisous. On vous aime, on vous embrasse. Vous êtes trop cool.